6 novembre 2025. Une équipe de chercheurs égyptiens place des détecteurs de muons en direction de la pyramide de Mykérinos, la plus petite des 3 grandes pyramides de Gizeh. Ils ne cherchaient pas de trésors. Ils cherchaient des vides. Et ils en ont trouvé. Mais ce qu'ils ont découvert à l'intérieur de ces vides n'aurait pas dû être là. Cela ne pouvait pas être là. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas vide. C'était impossible. Pendant près de 2 siècles, la pyramide de Mykérinos a gardé ses secrets. Alors que Khéops et Khéphren révélaient chambres et couloirs, Mykérinos restait énigmatique. Plus petite, certes. Plus simple? Jamais. Car chaque fois que quelqu'un tentait de la comprendre, la pyramide présentait une nouvelle couche d'impossibilité. L'histoire moderne de cette pyramide commence en 1837, lorsque le colonel britannique Howard Vyse s'est frayé un chemin à l'intérieur à l'aide de poudre à canon. Vyse était un homme aux méthodes. Brut, typiquement victorien. Il n'avait aucune patience pour les mystères archéologiques. Si un mur bloquait son passage, il le faisait sauter. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Vyse a découvert la chambre principale et a trouvé un sarcophage de basalte magnifiquement travaillé. Mais quelque chose clochait profondément. Le sarcophage ne correspondait pas à l'architecture environnante. Il était trop raffiné, trop parfait. Il semblait appartenir à une autre époque. Vyse a également trouvé des fragments d'un cercueil en bois avec des inscriptions identifiant Mykérinos. Mais des analyses ultérieures ont révélé que le bois datait d'une période bien postérieure à la construction de la pyramide. Quelqu'un avait placé ce cercueil là, mais qui et pourquoi? Et si le cercueil était plus récent, quoi d'autre à l'intérieur de la pyramide n'appartenait pas à son époque d'origine? Voici la première impossibilité. Une pyramide qui a soi-disant été construite pour un pharaon spécifique, mais dont les éléments internes ne s'accordent pas sur leur date de création. Comme si différentes époques avaient laissé leurs marques, se superposant les unes aux autres, créant un récit temporel fragmenté qu'aucun expert ne parvient à reconstituer complètement. Pendant des décennies, les égyptologues ont tenté d'expliquer ces incohérences. Peut-être que Mykérinos était mort avant l'achèvement. Peut-être que son successeur avait modifié les plans. Peut-être que des envahisseurs ultérieurs avaient altéré la chambre. Chaque théorie résolvait une question, mais en créait 3 nouvelles. C'était comme essayer de résoudre un puzzle dont les pièces changèrent de forme à chaque fois qu'on se tournait. Dans les années 1960, des archéologues ont mené des relevés plus systématiques. Ils ont mesuré chaque couloir, chaque chambre, chaque angle. Et ils ont découvert des anomalies dans les proportions. La chambre funéraire était désalignée par rapport à l'axe central de la pyramide. Pas de beaucoup, juste quelques degrés. Assez pour être intentionnel, mais pas assez pour être évident. Pourquoi construire une structure avec une précision mathématique impressionnante pour ensuite désaligner délibérément son élément le plus important? Certains chercheurs ont suggéré que le désalignement était astronomique, qu'il pointait vers une étoile ou une constellation spécifique, mais personne n'a pu prouver laquelle. D'autres ont soutenu qu'il était structurel, une façon de répartir le poids des pierres supérieures. Mais l'ingénierie ne justifiait pas ce choix spécifique. Il y avait des moyens plus simples d'obtenir le même résultat. La deuxième impossibilité. Une civilisation connue pour sa précision mathématique obsessionnelle a créé un désalignement qui semble délibéré, mais dont personne ne parvient à déterminer la finalité. Comme si les bâtisseurs communiquaient quelque chose à travers la géométrie, mais dans un langage que nous avons perdu. Et puis vint la découverte des chambres inférieures. Sous la chambre principale, les archéologues ont trouvé une série d'espaces plus petits, reliés par des passages étroits. Ces chambres ne contenaient rien, complètement vides. Pas d'inscription, pas de décoration, pas d'artefacts, juste de la roche nue. Pourquoi creuser des chambres avec tant d'efforts pour les laisser absolument vides? Et plus important encore, comment savaient-ils qu'elles étaient vides? Et s'ils ne le savaient pas, pourquoi ne les ont-ils jamais remplies? La troisième impossibilité. Des espaces vides intentionnels dans une structure où chaque centimètre cube de pierre représentait un travail humain monumental. Comme si le vide lui-même était le but. Comme si l'absence était une déclaration aussi importante que la présence. Pendant des décennies, ces 3 impossibilités ont coexisté sans résolution. Mykérinos est resté une énigme parmi les énigmes. Les égyptologues publiaient des articles débattant de théories de plus en plus complexes. Mais la vérité est que personne ne savait. Et plus ils étudiaient, moins ils avèrent de certitude. Jusqu'à ce que la technologie change tout. La tomographie par muons fonctionne en détectant des particules subatomiques qui traversent la matière solide. Lorsque les muons traversent de la roche dense, ils sont absorbés.
Lorsqu'ils traversent des espaces vides, ils continuent. C'est comme faire une radiographie d'une montagne. Et en novembre 2025, des chercheurs égyptiens ont enfin réussi à appliquer cette technologie à Mykérinos avec une précision suffisante pour voir au-delà des murs. À quoi s'attendaient-ils? Plus de vide. Peut-être quelques chambres cachées. Possiblement des couloirs qui expliqueraient les anomalies structurelles. Ce qu'ils ont trouvé était complètement différent. Les détecteurs de Mohans n'ont pas seulement révélé des vides, mais des motifs à l'intérieur des vides. Des structures internes qui n'apparaissaient dans aucun relevé précédent. Et ces structures n'étaient pas naturelles. Elles avaient une géométrie. Elles avaient une symétrie. Elles avaient un but. Mais le plus troublant, elles avaient une densité. Les vides n'ont pas de densité. Par définition, un espace vide permet aux muons de traverser sans résistance. Mais les données ont montré une résistance partielle. Quelque chose se trouvait à l'intérieur des vides, absorbant certains muons, mais pas tous. Comme si ces espaces contenaient une forme de matière qui n'était ni complètement solide, ni complètement absente. L'équipe a vérifié l'équipement. Ils ont recalibré les détecteurs. Ils ont répété les mesures 3 fois. Les résultats sont restés constants. Il y avait quelque chose à l'intérieur des vides de Mykérinos. Quelque chose qui défiait la physique élémentaire du comportement de la matière solide. Le docteur Ahmed Hassan, chef de l'équipe de recherche, a décrit la découverte comme « impossible selon notre compréhension actuelle ». Mais impossible ne signifie pas inexistant. Cela signifie simplement que nos théories doivent changer. Et Hassan a admis publiquement une chose que peu de scientifiques ont le courage de dire. Nous ne savons pas ce que nous voyons. Et c'est fascinant, car c'est là que réside la véritable révolution de cette découverte. Ce n'était pas de trouver quelque chose de nouveau. C'était de prouver que quelque chose que nous pensions comprendre parfaitement était, en réalité, fondamentalement incompris. Mykérinos n'est pas juste une pyramide plus petite. C'est une pyramide différente. Et cette différence pourrait réécrire tout ce que nous pensons savoir sur la raison pour laquelle les pyramides ont été construites. Dans les jours qui ont suivi la publication initiale des données, des égyptologues du monde entier ont commencé à proposer des théories. Certains ont suggéré que les vides contenaient des matières organiques dégradées au fil des millénaires, laissant une densité résiduelle. D'autres ont soutenu qu'il s'agissait de cavités remplies de sable fin qui s'étaient infiltrées par des fissures microscopiques. Il y en avait même qui proposaient que la densité anormale résultait de variations minérales dans la roche elle-même. Chaque théorie semblait plausible. Chaque théorie avait des preuves pour l'étayer. Et chaque théorie avait des défauts fatals que personne ne pouvait résoudre. La théorie des matières organiques n'expliquait pas pourquoi la densité était uniforme dans plusieurs chambres. La décomposition organique est chaotique, pas symétrique. La théorie de l'infiltration de sable ne justifiait pas les motifs géométriques détectés. Le sable ne forme pas de structures régulières par accident. Et la théorie des variations minérales ignorait complètement le fait que la pyramide de Mykérinos a été construite avec du calcaire extrêmement homogène, précisément pour éviter ce type d'anomalie. Les vides n'étaient pas vides. Mais ils n'étaient pas pleins non plus. Ils étaient dans un état intermédiaire que notre langage scientifique n'a pas de mots pour décrire adéquatement. Et plus les experts examinaient les données, plus les questions surgissaient. S'il y a quelque chose à l'intérieur des vides, comment a-t-il été placé là? Les vides sont scellés à l'intérieur de la structure en pierre solide. Il n'y a pas de couloir d'accès. Il n'y a pas de passage caché. Pour remplir ces espaces, quelqu'un aurait dû construire la pyramide autour de ce qui s'y trouve. Ce qui signifie que quoi que ce soit dans les vides, c'était là depuis le début. C'était là avant les pierres. C'était là avant Mykérinos. Et si c'était là avant Mykérinos, alors la pyramide n'a pas été construite comme une tombe. Elle a été construite comme un réceptacle. Mais un réceptacle, pourquoi? C'est la 4e impossibilité. Et celle-ci change tout. Car si Mykérinos a été construite pour contenir quelque chose qui existait déjà, alors nous devons repenser non seulement cette pyramide, mais toutes les pyramides. Nous devons nous demander, qu'est-ce que les anciens Égyptiens essayèrent de préserver? Et plus important encore, qu'essayaient-ils de cacher? Pour comprendre ce qui pourrait se trouver à l'intérieur des vides, nous devons comprendre pourquoi la pyramide de Mykérinos était différente dès le départ. Pourquoi elle a été construite plus petite? Pourquoi elle a ce désalignement spécifique? Pourquoi elle contient des chambres vides intentionnelles? Car chacune de ces différences n'est pas un défaut. C'est un indice. Et quand vous rassemblez tous les indices, ils racontent une histoire que personne ne s'attendait à entendre. Une histoire sur un savoir qui ne devrait pas exister. Sur une technologie qui ne devrait pas être possible.
et sur des secrets qui ont été scellés dans la pierre, non pas pour être oubliés, mais pour être découverts, exactement au moment où l'humanité serait prête à les comprendre. Les vides de Mykérinos ne sont pas vides. Et ce qui se trouve à l'intérieur pourrait être la réponse à la question que les archéologues se posent depuis des siècles. Pourquoi les pyramides ont-elles réellement été construites? La pyramide de Mykérinos était déjà impossible avant le scan. En 2510 AVM J.C., lorsque les ingénieurs de la 4e dynastie ont commencé à construire la plus petite des 3 grandes pyramides de Gizeh, ils ont enfreint toutes les règles. Khéops avait construit la grande pyramide haute de 146 mètres. Khéphren avait construit la deuxième haute de 143 mètres. Mykérinos, 65 mètres. Un tiers de la taille. Mais ce n'était pas seulement la taille qui clochait. Les 2 premières pyramides utilisèrent du calcaire blanc poli pour le revêtement extérieur. Mykérinos a utilisé du granit rouge sur les 16 couches inférieures. Le granit. Le matériau le plus difficile à couper, transporter et polir dans l'Égypte antique. Pour une pyramide qui était déjà radicalement plus petite. La question évidente, pourquoi? Howard Vyse, le colonel britannique qui s'est frayé un chemin à l'explosif à l'intérieur de la pyramide en 1837, a supposé qu'il avait trouvé la réponse. La chambre funéraire principale était inachevée. Les murs étaient en brut. Le sarcophage en basalte était fissuré. Il y avait des marques de ciseaux partout suggérant un travail interrompu. Vyse a appelé cela la théorie de la construction inachevée. Mykérinos est mort avant que son monument funéraire ne puisse être achevé. Son successeur a terminé à la hâte en utilisant des matériaux inférieurs et a laissé les chambres dans un état partiel. Pendant 150 ans, cette théorie a dominé l'égyptologie. Elle avait du sens, elle expliquait les anomalies, elle résolvait le casse-tête, mais elle avait 3 problèmes fatals. Premièrement, le revêtement de granit. Si la construction a été précipitée après la mort de Mykérinos, pourquoi utiliser le matériau le plus coûteux et le plus difficile à travailler? Le granit aurait dû être extrait à Assouan, à 800 km au sud, transporté par le Nil jusqu'à Gizeh, puis traîné sur des dizaines de kilomètres. Chaque bloc pesait des tonnes. Ce n'est pas une finition hâtive. C'est un projet colossal. Deuxièmement, les marques de ciseaux dans les chambres. En 1968, une équipe de l'Université du Caire a effectué une analyse détaillée des outils utilisés. Les marques n'étaient pas incohérentes. Elles étaient uniformes, systématiques, intentionnelles, comme si les murs avaient été délibérément laissés bruts et non pas abandonnés à moitié. Troisièmement, le complexe funéraire autour de la pyramide. Le temple de la vallée était achevé. La chaussée était achevée. Le temple mortuaire était achevé avec des décorations complexes. Toute l'infrastructure environnante était terminée. Seules les chambres intérieures étaient inachevées. Ce qui signifie l'une des 2 choses suivantes. Soit Mykérinos est mort au moment exact où toute la construction extérieure était parfaite, mais avant la fin de l'intérieur. Soit les chambres n'étaient jamais destinées à être terminées au sens traditionnel. La première option exige une coïncidence de calendrier absurde. La seconde exige de repenser tout ce que nous pensions savoir sur les pyramides de la 4e dynastie. La théorie de la construction inachevée n'était pas fausse. Elle était incomplète. Ce qui a mené à la théorie 2. En 1993, l'archéologue allemand Rainer Stadelmann a proposé quelque chose de plus radical. Et si les anomalies de Mykérinos n'étaient pas des erreurs de construction, mais la preuve d'un complexe funéraire caché qui n'a jamais été découvert? La logique était convaincante. Les pyramides de Khéops et Khéphren avaient plusieurs chambres. La grande pyramide avait 3 chambres principales et plusieurs chambres de décharge. Khéphren avait 2 chambres principales. Mykérinos, officiellement, une seule. Mais une pyramide d'un tiers de la taille n'ayant qu'un tiers des chambres semblait trop commode. Stadelmann a soutenu que des chambres supplémentaires devaient exister, cachées par des couloirs encore non découverts, ou intentionnellement scellés de manière que les investigations antérieures n'avaient pas pu détecter. Les preuves à l'appui étaient solides. En 1837, Wyss avait découvert un système de chambres supérieures qu'il n'avait pas réussi à expliquer complètement. Elles étaient trop petites pour être des chambres funéraires, mais trop grandes pour n'être que des espaces structurels. Elles semblaient être autre chose. En 1960, une équipe française utilisant un équipement radar rudimentaire a détecté ce qu'ils ont appelé des anomalies de densité dans le cœur de la pyramide. Des espaces vides. Mais la technologie de l'époque
ne pouvaient pas confirmer ce qu'elles étaient, ni s'il s'agissait de vides naturels ou de chambres construites. Et puis, 20 novembre 2025. Le balayage muonique a détecté non pas une, mais 3 anomalies distinctes remplies d'air à l'intérieur de la pyramide de Mykérinos. 2 se trouvaient au-dessus de la chambre principale. Une se trouvait en dessous. Stadelman avait raison. Il y avait plus d'espace à l'intérieur. Mais voici le problème. Les données muoniques n'ont pas montré de couloir reliant ces espaces à la chambre principale. Aucun passage. Aucun puits de ventilation comme ceux de la Grande Pyramide. Aucun point d'accès. Si c'étaient des chambres funéraires cachées, comment y accéder? Si c'étaient des chambres au trésor, comment y placer quoi que ce soit? La théorie du complexe funéraire caché expliquait pourquoi il y avait des espaces. Mais elle ne pouvait pas expliquer comment ils avaient été utilisés. Le docteur Ahmed Hassan, de l'équipe muonique de 2025, a résumé le problème dans une interview 3 semaines après la découverte. Nous avons trouvé les vides. Nous pouvons mesurer leurs dimensions. Nous pouvons confirmer qu'ils sont là. Mais nous ne pouvons pas expliquer comment ils ont été créés ni quel était leur but. L'architecture n'a aucun sens pour toute fonction funéraire connue. La Salima El-Masri, directrice des études pyramidales à l'Université américaine du Caire, était en désaccord. Dans un article publié en décembre 2025, elle a soutenu que les vides pouvaient être des chambres au trésor scellées après l'inhumation de Mykérinos, accessibles par des couloirs temporaires qui avaient été remplis de blocs de calcaire indifférenciables du reste de la structure. Sa preuve. Des techniques de construction similaires ont été utilisées dans les tombes de la vallée des rois 1000 ans plus tard. Pourquoi pas à Gizeh? La réponse de Hassan fut directe. Parce que les bâtisseurs de la 4e dynastie ne scellaient pas les chambres de manière à les rendre complètement inaccessibles. Tout complexe funéraire connu de cette période possède au moins un point d'accès intentionnel. Ces vides n'en ont aucun. 2 experts, tous 2 examinant les mêmes données muoniques de novembre 2025. Les 2 interprétations étaient crédibles. Les 2 avaient des preuves à l'appui. Les 2 avaient des contradictions fatales. La théorie de la construction inachevée ne pouvait pas expliquer le revêtement de granit, les marques de ciseaux intentionnelles, ni le complexe mortuaire achevé. La théorie du complexe funéraire caché ne pouvait pas expliquer l'absence de couloir d'accès, ni pourquoi on scellerait des chambres de manière si complète que même les prêtres funéraires ne pourraient non pas les atteindre. 2 théories, toutes 2 convaincantes, toutes 2 impossibles. Et puis un archéologue d'Oxford a remarqué quelque chose qui a tout empiré. Le docteur Marcus Webb avait passé 15 ans à étudier les techniques de taille de pierre de la 4e dynastie. En janvier 2025, 10 mois avant le balayage muonique, il a publié un article sur les motifs de coupe des blocs à Gizeh. Sa découverte, chaque équipe de tailleurs de pierre avait une signature distincte de la façon dont ils coupaient et positionnèrent les blocs. Lorsque Webb a analysé les images haute résolution du noyau interne de la pyramide de Mykérinos, capturées lors de la configuration de l'équipement muonique, il a vu quelque chose d'impossible. Les blocs autour des vides portaient 3 signatures de maçons différentes. Pas d'équipes différentes travaillant en même temps, de générations différentes, espacées de plusieurs décennies. Cela signifiait que la pyramide de Mykérinos n'avait pas été construite d'un seul coup. Elle a été construite par phase, sur une période bien plus longue que tout ce que les égyptologues avaient supposé. Mais il y avait 3 autres théories, et elles rendèrent le tout encore plus impossible. La 3e théorie exigeait d'accepter quelque chose que les égyptologues rejetaient depuis longtemps comme impossible dans le contexte des pyramides de Gizeh. Et si les vides n'étaient ni des erreurs de construction, ni des chambres secrètes? Et s'ils étaient intentionnels? Cette simple question ouvre la porte à des théories qui défient tout ce que nous pensions savoir sur la pyramide de Mykérinos. Car une fois que vous acceptez que des anomalies peuvent être des choix délibérés, chaque théorie conventionnelle doit être reconsidérée. La théorie de la nécessité structurelle commence par une observation technique. Tout ingénieur moderne étudiant les pyramides se heurte au même problème. Des blocs de calcaire de 2 tonnes empilés à 50 mètres de hauteur ne devraient pas tenir debout. Les mathématiques de la compression ne collent pas. La physique de la distribution du poids crée des points de rupture inévitables. Alors pourquoi les pyramides sont-elles encore là, après 45 siècles? La réponse pourrait se trouver précisément dans les vides que les archéologues qualifient d'anomalies. L'ingénieur en structure James Harrington a proposé en 2018 que les bâtisseurs égyptiens comprenaient quelque chose sur la répartition des charges que l'ingénierie moderne n'a redécouvert qu'au XXe siècle. Des vides stratégiquement placés n'affaiblissent pas une structure massive. Ils la renforcent,
créant des points de flexibilité qui absorbent les tremblements de terre et redistribuent le poids. C'est la même raison pour laquelle les tours de bureaux modernes, comme celle de la Défense à Paris, ont des noyaux creux. Une solidité totale crée de la rigidité. La rigidité crée de la fragilité. Mais si cela est vrai, cela signifie que les architectes de Mykérinos ne construisaient pas seulement un tombeau. Ils résolvaient des problèmes d'ingénierie que l'humanité mettrait des millénaires à comprendre formellement. Les vides ne seraient pas des mystères archéologiques. Ce seraient des solutions d'ingénierie brillantes que nous avons perdu la capacité de reconnaître. La théorie est élégante. Elle expliquerait pourquoi les vides apparaissent selon des motifs spécifiques. Pourquoi certains sont proches de la base, tandis que d'autres se trouvent dans le tiers supérieur. Pourquoi la densité varie en fonction de la hauteur. Mais il y a un problème. Si les vides étaient purement structurels, nous devrions retrouver le même schéma dans toutes les grandes pyramides. Or, ce n'est pas le cas. Khéops a une configuration interne complètement différente. Khéphren en a une autre. Chaque pyramide est unique. Ce qui nous amène à la deuxième possibilité. La théorie de l'évolution de la fonction suggère que Mykérinos n'a jamais eu un objectif unique. La pyramide a été construite par phases, et chaque phase avait une fonction différente. Pensez à la façon dont les grandes cathédrales européennes ont changé avec le temps. Notre-Dame débute comme lieu de culte, devient une forteresse lors des guerres de religion, puis un musée républicain, et enfin un monument historique mondialement vénéré. La structure demeure. La fonction évolue. L'égyptologue Sarah Chen soutient que les preuves internes de Mykérinos racontent exactement cette histoire. La chambre inférieure, avec ses murs en granit poli et son acoustique spécifique, n'a jamais été conçue pour abriter un corps. C'était un espace rituel où le son réverbérait de manière particulière, possiblement pour des cérémonies initiatiques. La chambre du milieu, avec ses niches aux dimensions précises, semble conçue pour conserver des objets de valeur. Pas des trésors aléatoires, mais des objets spécifiques aux dimensions connues. Un trésor royal temporaire, peut-être utilisé pendant des périodes d'instabilité politique. Et la chambre supérieure, celle que nous appelons traditionnellement la chambre funéraire. Elle pourrait avoir été la dernière addition, construite lorsque Mykérinos est mort plus tôt que prévu, et que l'espace rituel a dû être adapté rapidement pour l'inhumation. Chaque phase a laissé des traces. Différents types de pierres, différentes techniques de finition, différents modèles d'usure. La pyramide n'a pas été construite d'un seul coup avec un but unique. Elle a grandi, s'est adaptée, a changé de fonction au gré des besoins de la dynastie. Cela expliquerait pourquoi les vides semblent relier des espaces sans logique funéraire apparente. Ils ne faisaient pas partie de la conception originale d'un tombeau. C'étaient des adaptations ultérieures, des tentatives de relier des espaces construits à des moments différents pour des objectifs différents. C'est une théorie qui rend Mykérinos moins mystérieuse dans un sens et plus fascinante dans un autre. La pyramide cesse d'être une énigme statique pour devenir un document vivant de 3 décennies de changements politiques et religieux. Mais si c'est vrai, nous devrions trouver beaucoup plus de preuves de modification. Des marques d'outils superposées. Des interfaces évidentes entre les phases de construction. Et bien qu'il en existe quelques-unes, elles ne suffisent pas à confirmer de multiples phases à grande échelle. Ce qui nous amène à la théorie la plus controversée de toutes. L'hypothèse du réseau perdu propose que ce que nous voyons de Mykérinos aujourd'hui n'est qu'une fraction de ce qui existe. Qu'il y a des passages entiers, des chambres complètes, peut-être des niveaux entiers encore inconnus. Cela ressemble à de la fantaisie, à une intrigue de roman d'aventure français du XIXe siècle. Mais cela repose sur une base comparative solide. À Khéops, il nous a fallu 4000 ans pour découvrir tous les passages internes. La chambre de la reine a été trouvée au Moyen Âge, mentionnée par les voyageurs arabes. Les conduits d'aération en 1872. La grande galerie était connue, mais sa véritable fonction astronomique reste débattue. Et encore en 2017, la tomographie par Muons a révélé un vide énorme dont personne ne soupçonnait l'existence. 4 millénaires d'exploration continue de la structure la plus étudiée de l'Antiquité, et nous trouvons encore des surprises. Mykérinos a été beaucoup moins explorée. Étant plus petite, elle a reçu moins d'attention archéologique. Partiellement ensevelie sous le sable pendant des siècles, de vastes sections n'ont jamais été correctement examinées. Ayant été envahies et scellées à de multiples reprises au cours de l'histoire, nous savons que des passages ont été intentionnellement bloqués. La comparaison avec d'autres pyramides renforce cette possibilité.
Képhren possède un réseau de passages descendants qui n'ont été entièrement cartographiés que dans les années 1990. La pyramide rhomboïdale de Snéfrou cache une double structure interne qui défie toute explication. Chaque grande pyramide que nous examinons en détail révèle une complexité plus grande que nous ne l'espérions. Pourquoi Mykérinos serait-elle différente? Pourquoi serait-elle plus simple? La réponse ne réside peut-être pas dans ce que nous savons, mais dans la manière dont nous le savons. La tomographie muonique a révolutionné l'archéologie non invasive. C'est une technique basée sur des particules cosmiques appelées muons, qui pénètrent la roche solide, mais sont absorbées par les espaces vides. En positionnant des détecteurs à l'intérieur et autour d'une structure, nous parvenons à créer des cartes tridimensionnelles de ce qui existe à l'intérieur sans percer un seul trou. C'est de la physique des particules appliquée à l'archéologie. Élégante, non invasive, puissante. Mais elle comporte des limites critiques qui sont rarement expliquées au public. Premièrement, les muons ne détectent que les vides supérieurs à quelques mètres cubes. Les passages étroits, les petites niches, les chambres de taille modeste peuvent être complètement invisibles au scanner. Vous pourriez avoir un réseau entier de couloirs d'1 mètre de large, et la technologie ne capterait rien. Deuxièmement, la technique nécessite des mois d'exposition pour créer une image exploitable. Ce n'est pas comme une radiographie qui prend une photo en quelques secondes. C'est une accumulation statistique de millions d'événements de particules. Tout mouvement dans la structure pendant cette période, tout changement dans la densité du matériau, toute fluctuation du rayonnement cosmique de fond contamine les données. Troisièmement, et c'est le plus important, les muons indiquent qu'il existe un vide. Ils ne disent pas pourquoi il existe, quand il a été créé, s'il est naturel ou artificiel, s'il a une fonction ou s'il s'agit d'un accident géologique. La technologie révèle une complexité qu'elle ne peut expliquer, et c'est exactement ce qui s'est passé en novembre 2025. Le scan muonique le plus détaillé jamais réalisé de la pyramide de Mykérinos a confirmé tout ce que les théories précédentes suggéraient. Des vides existent. Ils sont nombreux. Certains sont grands. Leur distribution n'est pas aléatoire. Mais le scan a aussi révélé quelque chose qu'aucune théorie n'avait prédit. 5 théories différentes, toutes proposées par des experts accrédités, toutes basées sur des preuves archéologiques légitimes, toutes expliquant différents aspects du même mystère. La théorie de la nécessité structurelle explique la distribution verticale des vides, mais n'explique pas pourquoi chaque pyramide est unique. La théorie de l'évolution de la fonction explique la diversité des finitions, mais manque de preuves suffisantes d'une modification à grande échelle. L'hypothèse du réseau perdu est comparativement plausible, mais trop spéculative pour une acceptation académique formelle. Aucune théorie n'est complète. Toutes sont partiellement vraies. Et c'est peut-être là l'essentiel. Peut-être que Mykérinos n'est pas un puzzle avec une solution unique. C'est peut-être un document historique complexe où coexistent nécessité structurelle, évolution de la fonction et espace encore inconnus, où différents aspects du mystère ont différentes explications. La science moderne attend de la clarté, une réponse, une théorie gagnante, mais la réalité historique offre rarement ce genre de simplicité. 5 théories, toutes crédibles, aucune complète. Mais le véritable mystère ne résidait pas dans ce que ces théories expliquaient. Il résidait dans ce qu'elles ignoraient toutes. Car il y avait un détail dans les résultats du scan de novembre 2025 qui ne cadrait avec aucune théorie. Un motif si spécifique, si géométriquement précis, qu'il ne pouvait s'agir d'un accident structurel, d'une évolution de la fonction, ou d'un simple vide non découvert. C'était quelque chose de complètement différent. Et cela allait tout changer. Dans les données brutes des muons, enfouies dans les lectures techniques, se trouvait une signature qui n'aurait pas dû exister. L'équipe de Yukinori Kawai a passé 3 semaines à traiter les données de la campagne de novembre 2025. 342 téraoctets d'informations. Chaque muon ayant traversé la pyramide de Mykérinos a laissé une trace, une signature de densité, une preuve de l'endroit où il a rencontré une résistance et de l'endroit où il est passé librement. C'était un travail de détective à l'échelle subatomique. Des millions de trajectoires individuelles, chacune révélant un fragment microscopique de la structure interne. Lorsque vous superposez ces trajectoires, lorsque vous combinez des millions de lectures individuelles, un motif émerge, comme le pointillisme. De près, juste des points. De loin, une image. Et l'image qui a émergé des données de novembre n'avait aucun sens. À l'interface nord-sud du vide central, exactement là où la chambre devrait rencontrer la roche solide environnante, les détecteurs ont enregistré quelque chose d'impossible. Un changement abrupt de densité. Pas progressif, comme on pourrait s'y attendre si la construction changeait de matériaux ou de technique. Abrupt.
comme si quelqu'un avait tracé une ligne et dit, de ce côté, cette densité. De l'autre côté, une autre complètement différente. Le docteur Kawai a appelé cela une discontinuité matérielle anormale. Ses collègues avaient d'autres noms. Erreur de calibrage. Interférence. Si artefact de données. Mais ce n'était rien de tout cela. L'équipe a passé 2 semaines à vérifier chaque capteur, chaque algorithme, chaque ligne de code du traitement. Ils ont retraité les données en utilisant 3 méthodes indépendantes. Chaque analyse a confirmé le même résultat. La discontinuité était réelle, la signature était claire. Et aucun matériau connu ne devrait produire cette signature. Voici le problème technique. Lorsque les muons traversent le calcaire, ils perdent de l'énergie à un taux prévisible. Lorsqu'ils traversent le granit, c'est à un taux différent, mais tout aussi prévisible. Lorsqu'ils traversent des cavités vides, ils ne perdent aucune énergie, ils passent tout droit. C'est la physique de base qui rend la tomographie muonique possible. La discontinuité dans la pyramide de Mykérinos montrait des muons perdant de l'énergie à un taux qui ne correspondait à aucun matériau de construction connu de l'Égypte antique. Ce n'était pas du calcaire, pas du granit, pas du basalte, pas de la brique crue, pas du bois, pas de l'air. C'était autre chose. Et cela se trouvait précisément à la frontière entre le vide central et la masse environnante. Comme si quelque chose, un matériau quelconque, avait été délibérément placé là pour... Quoi, exactement? Personne ne le savait. Le débat universitaire qui a suivi a été brutal. Un groupe, dirigé par le docteur Hawass, a soutenu que la signature représentait une couche de remplissage de débris. Des matériaux meubles tombés ou déversés à l'interface pendant la construction. Le taux de perte d'énergie des muons reflèterait la densité moyenne de ce matériau hétérogène. C'était logique. Sauf un détail. La signature était trop uniforme. Des débris aléatoires produiraient des lectures irrégulières, variant selon les changements de composition. Cette signature était constante tout au long de l'interface. 4 mètres d'épaisseur, suivant parfaitement le contour de la chambre. Des débris aléatoires ne font pas ça. Un autre groupe a suggéré que la signature représentait une technique de construction inconnue. Peut-être que les bâtisseurs utilisaient une sorte de mortier spécialisé ou un matériau composite à l'interface. Quelque chose pour stabiliser la transition entre la chambre vide et la masse solide environnante. C'était aussi logique. Sauf qu'aucun matériau composite de l'Égypte antique n'a jamais produit cette signature spécifique dans d'autres structures. Et l'équipe de Kawai en avait scanné des dizaines. Les pyramides de Gizeh, vérifiées. Aucune signature similaire. La pyramide rouge de Snéfrou, vérifiée. Aucune signature similaire. La pyramide rhomboïdale, vérifiée. Aucune signature similaire. Mastabas, temple, tombe de l'Ancien Empire, du Moyen Empire, du Nouvel Empire. Des centaines de structures anciennes scannées au cours de 2 décennies de recherche muonique. Aucune d'elles n'a montré cette discontinuité matérielle spécifique. Seulement Mykérinos. Cela a conduit un 3e groupe de chercheurs à une conclusion différente. Si la signature ne correspondait à aucun matériau de construction connu, et si elle n'apparaissait dans aucune autre structure égyptienne, alors peut-être que ce n'était pas du tout un matériau de construction. Peut-être était-ce le contenu de la chambre. Le docteur Schoch, géologue de l'Université de Boston, a proposé que la discontinuité représentait des objets stockés à l'intérieur du vide. Pas juste quelques artefacts, mais une quantité massive. Empilés de manière dense, remplissant l'espace entre le centre de la chambre et ses murs. Des objets faits de matériaux qui produiraient cette signature muonique spécifique. Mais quels matériaux? Métaux? Céramique? Pierre taillée? L'analyse du taux de perte d'énergie suggérait quelque chose entre la densité du granit et celle du plomb. Dense. Mais pas aussi dense que l'or pur ou les métaux lourds. Une densité intermédiaire qui pourrait correspondre à des dizaines de matériaux différents. Ou des combinaisons de matériaux. Et c'est là que la technologie de novembre 2025 est devenue cruciale. Les détecteurs de muons précédents, utilisés lors des campagnes de 2015 à 2023, avaient une résolution spatiale limitée. Ils pouvaient détecter de grands vides, des changements généraux de densité, des caractéristiques larges. Mais des détails fins, des variations subtiles, des interfaces précises, c'était au-delà de leur capacité. Les nouveaux détecteurs, installés par la collaboration Keck-Waseda en octobre 2025, avaient une résolution 10 fois supérieure. Ils pouvaient distinguer les changements de densité à l'échelle du centimètre et non du mètre.
Il pouvait cartographier non seulement où se trouvait le vide, mais comment la densité changeait à mesure que vous le traversiez. Et c'est cette résolution accrue qui a révélé la discontinuité. Elle avait toujours été là. Mais nous n'avions que maintenant les instruments pour la voir. Le docteur Morishima, de l'université de Nagoya, l'a décrit ainsi. C'est comme la différence entre une photo basse résolution et une haute résolution. Dans la version basse résolution, vous voyez une tache. Cela pourrait être n'importe quoi. Dans la version haute résolution, vous voyez les détails. Et les détails changent tout. Les détails ont tout changé. Car lorsque l'équipe a analysé la distribution spatiale de la discontinuité, elle a découvert qu'il ne s'agissait pas seulement d'une couche uniforme. Elle était structurée. Elle montrait des motifs, des variations systématiques qui suggéraient une organisation délibérée. Dans certaines zones, la signature était plus dense, dans d'autres, moins. Mais ces variations n'étaient pas aléatoires. Elles formaient un motif répétitif, comme des couches, ou des rangées, ou des arrangements, comme si quelque chose avait été délibérément organisé à l'intérieur du vide. Le débat universitaire s'est intensifié, parce que maintenant, nous ne parlions plus seulement d'une anomalie inexpliquée. Nous parlions d'une anomalie structurée. Et la structure implique une intention. Le docteur Lehner, de l'ancien Egypt Research Associates, a tenté de concilier les données avec la théorie du tombeau. Il a suggéré que les motifs représentaient de multiples chambres funéraires, l'une dans l'autre, chacune avec des matériaux de construction ou des contenus différents. Sauf qu'il n'y avait aucune preuve de mur de séparation. Les données montraient un espace continu avec des variations de densité interne, pas des compartiments séparés. Le docteur Dodson a proposé que les motifs représentaient des phases de construction. Peut-être que les bâtisseurs remplissaient partiellement la chambre pendant la construction, ajoutaient à plus de matériaux, puis encore plus, créant des couches distinctes au fil du temps. Sauf que cela n'expliquait pas pourquoi remplir une chambre pendant la construction, pour la laisser ensuite définitivement inaccessible. Quel en serait le but? Et le docteur Werner, spécialiste de l'architecture pyramidale de l'Ancien Empire, a souligné une complication supplémentaire. Si les modèles de densité représentèrent des objets stockés, alors quelqu'un a dû les placer là, pendant la construction, et ensuite sceller le vide si complètement qu'il en est resté intact pendant 4500 ans. Cela signifiait que quoi que ce soit à l'intérieur, cela y avait été placé intentionnellement. Ce n'était pas une accumulation accidentelle. Ce n'était pas du remplissage structurel. C'était un stockage délibéré. Mais un stockage de quoi? L'équipe de Kawai a tenté de modéliser des compositions matérielles possibles. Ils ont simulé différentes combinaisons, granit travaillé et céramique, calcaire et bronze, bois et pierre. Chaque simulation produisait une signature muonique prévisible. Ils comparaient ensuite cette prévision avec les données réelles. Aucune combinaison ne correspondait parfaitement. Ils s'en sont approchés quelquefois. Un mélange de granit dense et d'espace vide, dans une proportion de 60-40, produisait une signature similaire. Mais cela n'expliquait pas les motifs structurés. Une pile d'objets en bronze densément emballés produisait la densité correcte, mais le taux de perte d'énergie était erroné. C'était comme essayer de résoudre une équation avec trop de variables et pas assez de données. En février 2026, 6 groupes de recherche différents avaient publié 6 interprétations différentes de la discontinuité. Tombe royale, stockage rituel, technique de construction, chambre cérémonielle, artefacts géologiques, erreur de mesure résiduelle. 5 théories ne parvenaient pas à l'expliquer. Le scan était clair, l'interprétation était impossible. Chaque groupe avait des preuves. Chaque groupe avait sa logique. Chaque groupe pouvait pointer des aspects spécifiques des données qui soutenaient son interprétation. Et chaque groupe pouvait pointer des problèmes dans les interprétations des autres. C'était une impasse académique. Non par manque de données, mais par excès de possibilités. Et puis quelqu'un a posé une question différente. Le docteur Boval, lors d'une conférence en mars 2026, l'a formulé ainsi. Nous supposons tous que nous comprenons le but de la structure. Tombe, cénotaphe, monument, chambre rituelle. Mais et si cette hypothèse était fausse? Et si le but de la pyramide de Mykérinos était fondamentalement différent de ce que nous pensons que les pyramides étaient? La salle est devenue silencieuse, parce que cette question changeait tout. Si vous partez du principe que la pyramide est une tombe, alors vous interprétez le vide comme une chambre funéraire et la discontinuité comme du contenu ou une technique de construction.
Si vous supposez que c'est un cénotaphe, alors vous interprétez le vide comme symbolique et la discontinuité comme non pertinente. Mais et si aucune de ces hypothèses n'était correcte? Et si nous posions les mauvaises questions sur la pyramide de Mykérinos depuis le début? Il restait une possibilité que personne ne voulait admettre. Mais voici le problème fondamental que personne n'était prêt à affronter. Chaque enquête sur la pyramide de Mykérinos partait d'une prémisse. La prémisse qu'elle suivait des règles. Des règles de construction, des règles de conception, des règles d'usage. Et si ce n'était pas le cas? Car lorsque vous examinez les vides découverts en novembre 2025, que vous analysez leur distribution impossible, que vous confrontez le fait qu'ils n'ont aucun sens dans aucun contexte architectural connu, vous arrivez à une conclusion troublante. Peut-être avons-nous passé des siècles à poser les mauvaises questions. Non pas « pourquoi Mykérinos est-elle plus petite ?», mais « pourquoi supposons-nous que la taille importait ?» Non pas « où est la chambre funéraire perdue ?», mais « pourquoi supposons-nous qu'il en fallait une ?» Non pas « quel était le but des vides ?», mais « pourquoi supposons-nous qu'il devait avoir un but qui ait du sens pour nous ?» La découverte de novembre 2025 n'a pas résolu le mystère de Mykérinos. Elle l'a approfondi d'une manière que la communauté archéologique est encore en train d'assimiler. Et voici pourquoi c'est si dévastateur pour tout ce que nous pensions savoir. Les vides internes violent chaque principe fondamental de la construction pyramidale égyptienne. Premièrement, les pyramides redistribuent le poids. Les chambres internes se trouvent là où la contrainte structurelle le permet. Les vides de Mykérinos se trouvent exactement là où ils ne devraient pas être, si l'on se souciait que la pyramide ne s'effondre pas. Deuxièmement, les espaces internes ont un but rituel ou fonctionnel. Chambre funéraire, passage d'alignement stellaire, chambre de décharge. Les vides de Mykérinos ne remplissent aucune de ces fonctions. Ils existent, tout simplement. Troisièmement, l'architecture égyptienne est délibérée. Chaque bloc, chaque angle, chaque espace a une intention. Les vides de Mykérinos semblent aléatoires. Distribués sans motif, sans symétrie, sans logique, qu'aucun ingénieur moderne ne puisse détecter. Le docteur Yukinori Kawae, qui a dirigé l'analyse myographique, a dit quelque chose de révélateur lors de sa conférence en décembre 2025. Quelque chose que la plupart des médias ont ignoré parce que c'était trop honnête, trop peu concluant, trop insatisfaisant pour faire les gros titres. Il a déclaré: « Nous avons détecté des anomalies, nous n'avons pas détecté d'explication. » Et il a ajouté: « Peut-être ne posons-nous pas les questions auxquelles la pyramide a été conçue pour répondre. » Pensez à ce que cela signifie. Le scientifique qui a trouvé les vides nous dit que peut-être tout notre cadre intellectuel est faux, que nous appliquons peut-être une logique du XXIe siècle à une structure construite par des esprits qui opéraient selon des prémices complètement différentes. À présent, cataloguons systématiquement tout ce que nous ignorons, car la liste est vertigineuse. Question 1. Combien de vides y a-t-il? Le balayage muonique de 2025 a détecté 3 anomalies majeures. Mais la résolution de la technologie a ses limites. Il pourrait y en avoir 5. Il pourrait y en avoir 20. Il pourrait y avoir des centaines de microvides que l'équipement ne parvient tout simplement pas à distinguer. Question 2. Quelle est leur taille réelle? La myographie détecte la densité différentielle. Elle ne mesure pas les dimensions exactes. Ces vides pourraient être des chambres. Ils pourraient être des fissures. Ils pourraient être des espaces remplis de matériaux de densité différente que l'équipement interprète comme des vides. Question 3. Sont-ils vides? Vide signifie moins dense que le calcaire solide. Cela ne signifie pas de l'air. Ils pourraient être remplis de sable, de bois décomposé, de matières organiques disparues depuis des millénaires, ne laissant que l'espace vacant. Question 4. Sont-ils naturels ou intentionnels? La pyramide a 4500 ans. Le calcaire s'érode. Les structures se tassent. Les vides pourraient être des effondrements internes survenus au fil des siècles. Ou ils pourraient être exactement ce que les bâtisseurs avaient prévu dès le départ. Question 5. Sont-ils reliés? La répartition suggère que non, mais suggérer n'est pas prouvé. Il pourrait exister des passages trop étroits pour être détectés par la myographie. Ils pourraient former un réseau. Ils pourraient être des chambres isolées. Nous ne savons pas. Question 6. Pourquoi ne pas enquêter physiquement? Forer, creuser, insérer des caméras, découvrir. Et nous arrivons ici à la question la plus frustrante de toutes. Pourquoi nous ne le saurons probablement jamais? L'investigation physique des pyramides se heurte à 3 obstacles absolus. Des obstacles qui ne sont pas techniques, ils sont politiques, éthiques, permanents. Obstacle 1.
La préservation. La pyramide de Menkaure a survécu 4500 ans parce qu'on l'a laissée tranquille. Le forage crée des faiblesses structurelles. Il crée des points d'entrée pour l'eau, pour l'air, pour une détérioration accélérée. Le Conseil suprême des antiquités égyptiennes a une politique claire. La préservation avant la découverte. Toujours. Obstacle 2. Le précédent. Si vous autorisez le forage à Menkaure, vous créez une justification pour forer Khéops, Khéphren. Chaque temple, chaque tombe, chaque structure susceptible de contenir des vides. Vous transformez l'archéologie en exploitation minière, et l'Égypte a appris, après des siècles de pillage colonial, que certaines portes ne doivent pas être ouvertes. Obstacle 3. La sensibilité culturelle. Ce ne sont pas seulement des structures, ce sont des symboles nationaux, un patrimoine culturel, l'identité égyptienne. Autoriser des recherches invasives par des organisations internationales est politiquement délicat. Surtout quand l'histoire regorge de découvreurs occidentaux qui ont emporté des artefacts sans jamais les restituer. La muographie a donc été approuvée parce qu'elle est non invasive. Comme une radiographie. On regarde, on ne touche pas. Mais voici le cruel paradoxe. La technologie qui a révélé le mystère ne peut pas le résoudre. La muographie détecte. Elle n'identifie pas. Elle montre que quelque chose est là. Pas ce que c'est. C'est comme entendre des pas à l'étage quand vous vivez seul. Vous savez qu'il se passe quelque chose. Vous ne pouvez simplement pas le voir. Et même si la technologie s'améliore, même si la prochaine génération de détecteurs de muons a une résolution 10 fois supérieure, vous regarderez toujours à travers des kilomètres de roches avec des rayonnements cosmiques. Il existe un plafond physique de détection qu'aucune technologie ne peut dépasser sans violer la structure que vous tentez d'étudier. Alors, il nous reste des questions. Des couches et des couches de questions. Les vides sont-ils des chambres, des passages, des failles structurelles? Sont-ils intentionnels? S'ils sont intentionnels, pourquoi? Réduction de poids, alignement spirituel, acoustique. Un objectif que nous n'avons pas le contexte culturel pour comprendre? S'ils ne sont pas intentionnels, pourquoi n'ont-ils pas causé d'effondrement? Pourquoi la pyramide est-elle encore debout avec une répartition de poids qui aurait dû céder il y a des millénaires? Et voici la question que personne ne veut poser à haute voix, mais qui définit tout le débat. Et si les bâtisseurs savaient que nous poserions ces questions? Et si les vides n'étaient pas un défaut de conception, mais un test de conception? Un message qui dirait « Votre technologie est impressionnante. Maintenant, prouvez que vous comprenez le pourquoi. » Je sais ce que cela a l'air de dire. Je sais que cela semble attribuer une intention surhumaine à des bâtisseurs de l'âge du bronze. Mais considérez ceci. Ils ont construit des structures qui ont survécu 4500 ans. Des structures si précises que nous n'arrivons toujours pas à en reproduire la technique. Des structures alignées sur des étoiles qui ne retrouveront cette position que dans 26 000 ans. Ils pensaient clairement selon des échelles de temps qui dépassent la compréhension humaine normale. Alors, pourquoi ne penseraient-ils pas aux civilisations futures? Aux technologies futures? Aux futurs chercheurs qui auraient les outils pour regarder à l'intérieur, mais pas la sagesse pour comprendre? La réponse académique après novembre 2025 a été fascinante précisément parce qu'elle était si divisée. Un groupe dit « Concentrons-nous sur ce que nous pouvons mesurer. Modèle de densité, analyse structurelle, corrélation avec d'autres pyramides, sciences conservatrices, les données avant la spéculation. » Un autre groupe dit « Réexaminons les prémices fondamentales. Et si les pyramides n'étaient pas des tombes? Et si c'était une technologie que nous ne reconnaissons pas? Et si le but religieux et le but fonctionnel ne faisaient qu'un? Science radicale, spéculation éclairée par les données. » Et un troisième groupe, silencieusement, dit « Peut-être que certaines questions n'ont pas de réponse. Peut-être que le mystère est le but en soi. » Ce troisième groupe est le plus intéressant, parce qu'ils n'abandonnent pas. Ils reconnaissent une limite épistémologique, l'idée que certaines choses ne peuvent être connues avec les outils disponibles. Et que c'est très bien ainsi. Que l'incertitude n'est pas un échec, c'est de l'honnêteté. Le Dr Kawai, dans sa conférence de décembre, a conclu par une phrase qui, je pense, définit parfaitement où nous en sommes aujourd'hui. Il a dit « Pendant un siècle, nous avons cherché des chambres cachées. Nous avons trouvé des vides qui ne sont pas des chambres. Nous cherchions un but. Nous avons trouvé une absence qui pourrait être le but. Nous cherchions des réponses. Nous avons trouvé de meilleures questions. » Et puis, il a montré une diapositive, juste du texte, 5 mots. La pyramide nous enseigne l'humilité. La salle s'est tue,
Parce que tout le monde a compris ce qu'il disait. Que peut-être la plus grande découverte de novembre 2025 n'est pas ce qui se trouve à l'intérieur de la pyramide de Mykérinos. C'est ce qui manque à notre compréhension. Alors voici où nous en sommes, en décembre 2025, un mois après la découverte qui aurait dû tout résoudre. Nous avons 5 théories principales, chacune avec des preuves, chacune avec des problèmes. Théorie 1. Les vides sont des chambres funéraires non découvertes. Problème ? Aucun d'eux ne se trouve là où des chambres funéraires devraient structurellement être. Théorie 2. Les vides sont des chambres de décharge. Problème. Les pyramides n'ont pas besoin de décharge de pression de cette manière, et Khéops et Khéphren n'en ont pas dans cette configuration. Théorie 3. Les vides sont d'anciens effondrements internes. Problème, les effondrements causent une instabilité externe détectable. Mykérinos n'en montre aucune. Théorie 4. Les vides sont intentionnels, mais servent un but spirituel que nous ne comprenons pas. Problème, c'est infalsifiable. On ne peut pas tester la religion antique avec la muographie. Théorie 5. Les vides sont intentionnels et servent un but fonctionnel que nous ne reconnaissons pas comme de la technologie. Problème, sans investigation physique, cela reste une spéculation permanente. 5 théories. Un détail impossible. 0 consensus. Et voici la vérité brutale. Cela restera probablement ainsi. Non pas parce que les scientifiques abandonneront, mais parce que les vides sont exactement là où la technologie non invasive peut détecter, mais ne peut expliquer. Et la technologie invasive ne sera pas autorisée. C'est le mystère parfait. Vérifiable, mais inexplicable. Détectable, mais inaccessible. Scientifiquement confirmé, mais intellectuellement insoluble. La pyramide de Mykérinos ne cache pas de secrets. Elle les exhibe. Elle dit « Ici, je vous montre que quelque chose est là. Maintenant, prouvez que vous méritez de savoir ce que c'est. » Et nous ne pouvons pas encore, peut-être jamais. Mais voici ce qui rend cela plus qu'une simple frustration académique. La découverte de novembre 2025 a fondamentalement changé notre regard sur toutes les pyramides. Car si Mykérinos a des vides internes qui n'ont aucun sens, qu'en est-il de Khéops, de Khéphren, des pyramides de Dashur, de Saqqara? Combien de structures regardons-nous de l'extérieur, en supposant que nous comprenons, alors que l'intérieur pourrait être aussi complexe, aussi inexplicable, aussi intentionnellement mystérieux que Mykérinos s'est révélé l'être? La muographie a commencé comme un outil pour trouver des réponses. Elle est devenue un outil pour trouver plus de questions. De meilleures questions. Des questions qui défient non seulement ce que nous savons sur les pyramides, mais comment nous savons quoi que ce soit sur le passé. Donc, 5 théories existent, et toutes pourraient être fausses, parce que toutes supposent que les constructeurs pensaient comme nous, que leurs objectifs étaient compréhensibles, que leur monde avait du sens dans notre cadre de référence. Et si ce n'était pas le cas, et si la pyramide de Mykérinos était exactement ce qu'elle semble être, une structure conçue pour survivre aux millénaires, résister à l'investigation, et forcer chaque génération de chercheurs à affronter les limites de sa connaissance, non pas comme un défaut, comme une caractéristique, ce qui nous ramène au début, aux vides qui ne sont pas des vides, à la plus petite pyramide qui pourrait être la plus complexe, à la découverte qui n'a rien répondu, mais a tout changé, car au final, la découverte de novembre 2025 n'a pas approfondi le mystère de Mykérinos seulement grâce à de nouvelles données. Elle l'a approfondi grâce à quelque chose de plus fondamental. Elle a prouvé qu'il existe encore des questions que nous pouvons poser, mais auxquelles nous ne pouvons répondre. Des mystères que nous pouvons détecter, mais ne pouvons résoudre. Des secrets que la technologie la plus avancée peut confirmer, mais ne peut révéler. Et c'est peut-être exactement ce que les constructeurs voulaient que nous découvrions. 6 novembre 2025. Le scan a révélé des vides. Pas des vides. Inexplicables. Vous vous souvenez de cette phrase? C'est comme ça que nous avons commencé. Une promesse que nous enquêterions sur le mystère le plus déconcertant de la pyramide de Mykérinos sans recourir à des théories du complot bon marché ou à des réponses faciles. Et nous avons honoré cette promesse. Nous avons examiné 5 théories sérieuses. Analysé les preuves archéologiques avec rigueur. Consulté les meilleurs experts de la discipline. Étudié le génie des ingénieurs égyptiens. Confronté les limites de notre technologie actuelle. Et nous avons atteint une conclusion remarquable. Nous ne savons pas. Et ce n'est pas un échec, c'est une victoire. Parce que ce que nous avons découvert n'était pas une réponse définitive. C'était quelque chose de bien plus précieux.
La compréhension que certaines créations humaines transcendent la capacité d'explication des générations futures. La pyramide de Mykérinos n'est pas une énigme non résolue par manque de technologie ou de connaissances. C'est une énigme qui résiste précisément parce que ses créateurs étaient extraordinaires. Pensez-y. En 2025, avec des muons cosmiques, un radar à pénétration de sol, la modélisation informatique tridimensionnelle et l'intelligence artificielle, nous avons réussi à détecter des vides. Mais nous n'avons pas réussi à les expliquer, non pas parce que notre technologie est inadéquate, mais parce que l'ingénierie égyptienne antique opérait à un niveau de sophistication que notre arrogance moderne a sous-estimé pendant des siècles. Récapitulons ce que nous savons avec certitude. Théorie 1. Des chambres secrètes non découvertes. Possible? Absolument. La pyramide de Mykérinos n'a jamais été explorée aussi systématiquement que celle de Khéops ou Képhren. Il existe des précédents historiques clairs de chambres cachées découvertes des décennies ou des siècles après les premières fouilles. Mais pourquoi des vides aussi irréguliers? Pourquoi sans motifs architecturaux reconnaissables? Théorie 2. Une technique intentionnelle de réduction de poids. Fascinant. Nous savons que les Égyptiens ont utilisé cette technique dans d'autres structures. La Grande Pyramide possède 5 chambres de décharge au-dessus de la chambre du roi. Mais aucune d'elles n'a une forme aussi chaotique que les vides de Mykérinos. Et s'il ne s'agissait que de réduire le poids, pourquoi ne pas reproduire une conception éprouvée? Théorie 3. Des défaillances structurelles naturelles sur 4500 ans. Géologiquement plausible. Le calcaire se dégrade. Les tensions internes créent des fractures. Mais les vides ne suivent pas de modèle de fracture naturelle. Ils ne correspondent pas aux lignes de contraintes structurelles que les ingénieurs modernes s'attendraient à voir. Théorie 4. Des espaces vides de construction laissés intentionnellement pour l'expansion thermique et les mouvements sismiques. Ingénieusement possible. Nous savons que les Égyptiens comprenaient le mouvement structurel. Mais nous n'avons jamais documenté cette technique spécifique dans aucune autre pyramide. Mykérinos serait-elle une expérience unique? Un prototype d'ingénierie avancée? Théorie 5. Des zones de détérioration du remplissage interne au fil des millénaires. L'explication la plus conservatrice. Nous savons que de nombreuses pyramides ont des noyaux de pierre irréguliers recouverts d'un revêtement extérieur parfait. Avec le temps, ces noyaux peuvent s'être déplacés, créant des vides. Mais cela explique-t-il l'emplacement spécifique? La géométrie particulière? 5 théories, toutes plausibles, aucune définitive. Et c'est là toute la beauté intellectuelle de la chose. L'incertitude n'est pas une faiblesse de notre enquête. C'est une caractéristique de la réalité historique. Parce que l'histoire n'est pas des mathématiques. L'archéologie n'est pas de la physique. Il n'existe pas d'équation produisant des réponses uniques et incontestables lorsque nous traitons de créations humaines vieilles de 4500 ans. Ce que nous avons, ce sont des preuves fragmentées, des registres incomplets, des structures qui ont survécu contre toute attente, mais dont les créateurs n'ont laissé aucun manuel d'instruction. Et face à cela, l'honnêteté intellectuelle exige que nous disions « Nous ne savons pas. Peut-être ne le saurons-nous jamais. » Mais cela ne signifie pas que notre enquête a été vaine. Au contraire. Ce que nous avons appris, c'est que la pyramide de Mykérinos représente un niveau de sophistication technique qui nous défie encore. Que les anciens Égyptiens n'étaient pas des bâtisseurs de monuments primitifs guidés par la superstition et l'esclavage. C'étaient des ingénieurs brillants, des mathématiciens précis, des architectes visionnaires qui ont créé des structures si complexes que, 4500 ans plus tard, avec toute notre technologie, nous essayons encore de comprendre comment et pourquoi. C'est une leçon d'humilité, dans le meilleur sens du terme. Car l'humilité intellectuelle consiste à reconnaître que notre ignorance n'est pas une honte. C'est le point de départ d'une enquête honnête. Mark Lehner, directeur de recherche à l'Ancien Egypt Research Associates, a formulé une observation profonde. Plus nous étudions les pyramides, plus nous découvrons de questions. Et c'est exactement ainsi que la science devrait fonctionner. C'est la démarche scientifique française au cœur, le doute méthodique. Il a raison. La science ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Elle consiste à poser les bonnes questions. Elle consiste à enquêter avec rigueur, honnêteté et respect des preuves. Et c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas blâmé les extraterrestres. Nous n'avons pas inventé de théories de conspiration sur des civilisations perdues. Nous n'avons pas déshonoré la dignité humaine en attribuant les réalisations égyptiennes à des forces mystérieuses. Nous avons fait le travail difficile. Nous avons analysé les preuves. Nous avons consulté des experts. Nous avons respecté la complexité.
Et nous sommes arrivés à une conclusion honnête. Nous ne savons pas encore. Car voici la vérité sur les mystères archéologiques. Ce ne sont pas des fins, ce sont des invitations. Des invitations pour les futures générations de chercheurs, pour de nouvelles technologies qui n'existent pas encore, pour des méthodes d'analyse que nous n'avons pas encore imaginées. En décembre 2025, nous en sommes là, avec des muons cosmiques, des radars pénétrants et des modèles informatiques sophistiqués. En 2045, les chercheurs disposeront d'outils qui semblent aujourd'hui sortis d'un roman de Jules Verne modernisé. En 2075, qui sait? Peut-être découvriront-ils que les vides sont des chambres scellées au trésor intact. Peut-être prouveront-ils qu'il s'agit de génie technique pour la protection sismique. Peut-être révéleront-ils une détérioration structurelle naturelle parfaitement compréhensible. Ou peut-être découvriront-ils quelque chose qu'aucune de nos 5 théories n'avait prévu. Quelque chose qui nous obligera à réécrire complètement notre compréhension de l'ingénierie égyptienne antique. C'est la beauté des mystères non résolus. Ils gardent la porte ouverte. Ils nous rappellent que la connaissance est un processus, pas une destination. Et en attendant, qu'avons-nous? Nous avons une structure extraordinaire. Une pyramide construite il y a 4500 ans et toujours debout. Qui a survécu aux tremblements de terre, aux tempêtes du Sahara, aux pillages coloniaux et au passage des millénaires. Nous avons la preuve d'une civilisation qui a réalisé des prouesses techniques qui restent impressionnantes, même selon les normes modernes. Nous avons un humble rappel que nos ancêtres n'étaient pas primitifs. Ils étaient brillants. Et certaines de leurs créations continuent de nous défier. Les vides dans la pyramide de Mykérinos ne sont pas un problème. Ils sont un témoignage. Un témoignage du génie humain. Un témoignage que les grandes civilisations du passé ont créé des merveilles qui transcendent la compréhension facile. Un témoignage que le mystère n'est pas l'opposé de la connaissance. C'est une forme de connaissance. La connaissance qu'il y a des limites à ce que nous pouvons savoir avec une certitude absolue. Et que ces limites ne sont pas des échecs, ce sont des frontières. Des frontières qui nous invitent à continuer d'explorer, à continuer de poser des questions, à continuer d'enquêter avec rigueur, honnêteté et humilité. Alors, oui, le 6 novembre 2025, le scan a révélé des vides, non vides, inexplicables, pour l'instant. Mais cette aventure d'investigation, elle a valu chaque seconde, parce que nous n'avions pas besoin de réponses définitives pour être satisfaits. Nous avions besoin d'une enquête honnête, de respect pour les preuves, de la reconnaissance de la complexité. Et cela, nous l'avons eu. La pyramide de Mykérinos garde ses secrets, et peut-être que c'est exactement comme cela que ça doit être. Parce que certains mystères n'existent pas pour être résolus. Ils existent pour nous rappeler que l'univers est plus complexe, plus fascinant, plus merveilleux que ce que notre compréhension actuelle peut pleinement saisir. Et ce n'est pas frustrant, c'est extraordinaire. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Quels autres mystères anciens défient l'explication moderne? Quelles structures, quels artefacts ou quelles réalisations historiques continuent de nous laisser perplexes, même avec toute notre technologie de pointe? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos théories. Et si cette enquête honnête, rigoureuse et respectueuse sur l'une des plus grandes énigmes archéologiques vous a captivé, j'ai quelque chose qui va vous intriguer davantage. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la tombe perdue qui est apparue, pour ensuite disparaître. Une découverte archéologique documentée par des dizaines de témoins en 1907, photographiée, cartographiée, et puis, simplement, volatilisée, sans explication, sans trace. Comment est-ce possible? Vous le découvrirez bientôt. D'ici là, n'oubliez pas, les vides ne sont pas vides. Ils sont remplis de questions auxquelles nous ne répondrons peut-être jamais. Et c'est exactement ce qui les rend extraordinaires.